Imaginez la scène. Plus de 200 tonnes de pommes pourries, non pas abandonnées en décharge ou incinérées, mais méthodiquement enfouies sous la terre craquelée du désert. Sous un ciel sans nuages, des camions avancent, pleins à ras-bord, déversant leur cargaison odorante sur une étendue ocre, brûlée par le soleil. Au Burkina Faso, l'un des pays les plus arides du monde, ce geste a surpris tout le monde, provoquant tour à tour indignation, incompréhension, sarcasme et même colère. Pourquoi, dans un pays où chaque repas est une victoire, enterrer tant de fruits alors que la faim guette et que la terre se meurt de soif? Pour beaucoup, ce déversement massif est un gaspillage inacceptable. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Montagnes de pommes trop mûres, leur chair noircie, répandue sur le sable, puis recouverte de terre. Les internautes s'indignent, les journalistes s'interrogent, les éditorialistes condamnent. Folie? Mépris? Caprice politique? Le geste paraît d'autant plus choquant que, chaque jour, des millions de Burkinabés peinent à nourrir leurs familles. Pourtant, en prenant le temps de regarder plus loin, une question dérangeante surgit. Et si, loin d'un simple scandale, ce geste cachait le début d'une révolution silencieuse? Et si, derrière ce que certains appellent une absurdité, se trouvait une vision radicale pour l'avenir? Car ce choix, loin d'être un simple acte de désespoir, pourrait bouleverser toutes nos idées reçues sur l'écologie, l'agriculture et la souveraineté des peuples. Refuser de regarder au-delà du choc initial, c'est peut-être condamner l'Afrique à rester prisonnière de solutions importées, inadaptées, et à continuer d'attendre un miracle venu d'ailleurs. Et si la vraie audace, celle qui change vraiment le monde, naissait précisément là où personne ne l'attend? Pour comprendre ce pari fou, ou peut-être génial, il faut revenir sur le contexte brûlant du Burkina Faso, terre de défi. Comment une telle extrémité a-t-elle été atteinte? Pourquoi un tel geste, à la fois risqué et inédit, a-t-il été jugé nécessaire? Pour le saisir, il faut plonger dans le quotidien d'un pays où la sécheresse n'est pas un simple mot, mais une réalité étouffante. Le Burkina Faso, c'est une terre où la frontière du désert avance inexorablement, année après année, avalant champs, villages, routes. Chaque goutte d'eau y est un trésor. Pour des millions de personnes, chaque jour est une lutte pour la survie. Ici, le vent du Sahara ne charrie pas que du sable. Il ronge les cultures, tarit les puits, efface les récoltes. Dans le nord du pays, certains villages ont vu leurs rivières disparaître en quelques années, laissant derrière eux des cratères asséchés et des terres stériles. Les familles, impuissantes, voient s'évaporer leurs maigres moyens d'existence. À mesure que le sable recouvre les terres arables, ce sont des générations entières qui se battent pour préserver leur mode de vie. Les femmes parcourent parfois plusieurs kilomètres pour aller puiser de l'eau. Les enfants abandonnent l'école pour aider aux champs ou migrer vers les villes. Les conflits pour l'accès à l'eau et au pâturage deviennent plus fréquents. Dans ce paysage vulnérable, les ressources s'amenuisent. L'eau devient plus précieuse que l'or. Dans certaines régions comme le Sahel burkinabé, la saison sèche peut durer plus de 8 mois. Pendant cette période, la pluie est rare, la terre durcit et la faim s'installe. Chaque pluie est une promesse, mais aussi un risque. Elle peut être trop faible pour arroser les semences ou trop violente, ravageant ce qui avait survécu. Les paysans jouent à leur avenir à chaque saison. Un mauvais grain, une invasion de criquets, et c'est la catastrophe. Depuis des décennies, la réponse à cette crise semble venir de l'extérieur. On a vu arriver, au fil des ans, des solutions miracles importées. Tracteurs rutilants, engrais chimiques, systèmes d'irrigation sophistiqués. Les grandes ONG internationales débarquent avec des projets clés en main, souvent conçus loin d'ici, pensés pour d'autres climats, d'autres sols. Mais ces outils restent souvent inutilisés. Leur coût est exorbitant pour de petits exploitants. Les pièces détachées sont introuvables. Les formations sont inadaptées, la maintenance impossible. Résultat, des machines à l'abandon, des infrastructures qui se dégradent et des paysans qui se sentent dépossédés de leur savoir-faire. Cette dépendance à l'aide extérieure s'est enracinée dans les esprits. On attend le salut des bailleurs, la manne des consultants, la générosité des étrangers. La souveraineté semble hors de portée.
Pourtant, malgré des milliards investis, malgré les promesses politiques et les plans d'urgence, le désert avance toujours. La pauvreté s'accroît, l'exode rural s'accélère. Chaque année, des milliers de jeunes quittent les campagnes, rêvant d'une vie meilleure ailleurs, souvent sans retour. Les méthodes importées échouent à comprendre la complexité des écosystèmes locaux. On creuse des puits profonds, mais l'eau s'épuise. On plante des variétés non adaptées qui dépérissent. On construit des barrages, mais sans entretien, ils deviennent des pièges à moustiques. Ce cercle vicieux nourrit la frustration, la colère, le sentiment d'injustice. Plus la dépendance à l'extérieur grandit, moins on ose miser sur ses propres idées. Face à l'aggravation du climat, il devient vital de chercher des réponses ancrées dans la réalité du terrain. Il ne s'agit plus de copier des modèles venus d'ailleurs, mais d'inventer à partir de l'urgence, du courage et du savoir local. Ignorer cette évidence, c'est gaspiller des ressources rares, entretenir la dépendance et rater l'occasion d'inventer un avenir viable. Mais comment agir sans capitaux, sans technologie de pointe, sans la bénédiction des grands bailleurs? C'est là qu'entre en scène le choix radical d'Ibrahim Traoré, président burkinabé. En ordonnant l'enterrement de plus de 200 tonnes de pommes pourries au cœur du désert, il ne fait pas qu'éliminer des déchets. Il pose un geste fort, rompre avec la logique de la fatalité, défier le statu quo, assumer une prise de risque inédite. Ce qui ressemble à un simple tas de déchets cache une stratégie écologique ambitieuse. En laissant ces pommes se décomposer sous la terre, on fabrique un compost naturel, riche en nutriments essentiels comme l'azote et le potassium, deux composants indispensables à la fertilité des sols, mais souvent absents dans le sable du Sahel. Chaque fruit pourri devient une promesse. Les graines de pommes, par millions, sont mélangées à la chair et à la peau. Même si une poignée seulement survivent à la chaleur, quelques arbres pourraient percer la croûte du désert, offrant ombre, fraîcheur et abri aux insectes et aux animaux. C'est un pari sur le long terme, bien plus qu'une simple opération de communication. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut se souvenir d'autres expériences audacieuses. Dans les années 30, aux États-Unis, la région du Dust Bowl fut ravagée par l'érosion et la sécheresse. On y expérimenta le compostage massif, la plantation de haies brise-vent, la rotation des cultures. Ces innovations, d'abord moquées, ont permis de sauver des millions d'hectares de terres agricoles. En Israël, dans les années 50, le désert du Negev paraissait condamné. Des pionniers ont tenté la culture en sol stérile, l'irrigation au goutte à goutte, l'utilisation de compost à base de déchets organiques. Résultat ? Aujourd'hui, le Negev est l'un des laboratoires agricoles les plus innovants du monde et un modèle pour d'autres régions arides. Au Niger, la technique du Zaï, des trous remplis de matières organiques et de compost pour retenir l'eau, a permis à des milliers de paysans de reverdir leurs champs, parfois avec un simple bâton, une poignée de graines et des restes de cuisine. La patience, la ruse et la foi dans la nature sont devenues les meilleures armes contre la stérilité. La polémique autour des pommes pourries dépasse vite les frontières du Burkina Faso. D'un côté, la fierté d'oser une innovation locale, de l'autre, la crainte du ridicule international. Si le pari échoue, le pays risque d'être raillé, de perdre la confiance de ses partenaires et d'être accusé d'amateurisme. Mais si cela fonctionne, c'est un modèle inédit, un message d'espoir pour toute l'Afrique, et peut-être pour le monde entier. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement le sort de quelques hectares de désert. C'est une bataille pour changer les mentalités, pour briser l'image d'une Afrique condamnée à l'assistanat, et pour réhabiliter le pouvoir de l'imagination collective en temps de crise. Les premières pluies tombent. La tension est palpable. Les sceptiques attendent l'échec. Les curieux observent. Les optimistes espèrent. Mais la terre acceptera-t-elle ce pari fou? Quelques semaines après l'inhumation des pommes, le désert, d'abord indifférent, commence à révéler ses secrets. Entre les cailloux, de fines tiges vertes surgissent, fragiles mais résolues. Des herbes inconnues apparaissent, quelquefois des repousses d'arbustes, parfois même des feuilles de pommier, bien que rares. La décomposition des fruits a attiré vers, insectes, champignons. Le sol, d'ordinaire dur comme la pierre,
devient plus meuble. Il retient mieux l'eau, si précieuse ici. Les villageois s'approchent, incrédules. Sous la surface, ils découvrent un monde nouveau. Un enfant s'exclame en découvrant sa première pousse. Un vieillard murmure que le miracle est fait de main d'homme. Très vite, l'expérience inspire d'autres initiatives. Dans des villages voisins, des groupes de femmes collectent les restes de repas et les feuilles mortes pour enrichir le sol. Les écoles lancent des ateliers de compostage. Sur les réseaux sociaux, on partage des essais avec des mangues, des écorces de mil, même du fumier de chèvre. L'effet boule de neige est réel. Au sud du pays, une coopérative de jeunes tente la même méthode avec des déchets de tomates invendus. À l'ouest, un centre de santé expérimente le compostage des déchets de cuisine pour fertiliser son potager communautaire. Chaque succès, même petit, ranime l'espoir. La dignité revient. Les villageois ne sont plus de simples bénéficiaires d'aide, mais les auteurs de leur propre résilience. Les anciens racontent qu'ils n'avaient jamais vu la jeunesse aussi mobilisée. Les enfants plantent, arrosent, observent. À l'école, ils consignent leurs observations, partagent leurs découvertes et deviennent à leur tour des ambassadeurs du changement. Le récit change. Les médias internationaux, d'abord railleurs, reviennent. Ils filment les premiers arbres, interviewent les femmes qui ont transformé un coin de désert en potager. Le Burkina Faso n'est plus le symbole du malheur, mais celui d'une audace contagieuse. Le débat devient mondial. Peut-on refaire cela ailleurs? Suffit-il de transformer des déchets pour réparer des décennies de sécheresse? En Inde, des villages du Rajasthan testent déjà des méthodes comparables avec des restes de fruits locaux. Au Brésil, des paysans de la région du Sertão enterrent des pots de bananes pour retenir l'humidité autour des racines de manioc. Mais le symbole burkinabé dérange. Il rappelle que l'innovation n'a pas besoin de gros moyens, mais d'un regard neuf sur le rebut, la crise, la terre elle-même. Le risque est à la mesure de l'espoir. Un échec pourrait décourager tout un pays, voire un continent. Mais chaque pousse est un pari collectif. Les écoles organisent des concours de compostage, les radios locales diffusent des témoignages de réussite, et les marchés s'animent autour de la vente de jeunes plants issus de déchets. Le chemin reste long. La prochaine saison dira si ces promesses résistent à la sécheresse, aux sauterelles, au scepticisme. Mais déjà, la peur de l'échec a cédé la place au goût du possible. Et si chaque village, chaque famille, chaque école du Sahel s'emparait de ce geste? Et si, au-delà du Burkina Faso, cette idée gagnait le Mali, le Niger, le Sénégal? Ce n'est plus un épisode isolé, mais une leçon universelle. Il est possible de transformer un déchet en ressource, une crise en opportunité. L'expérience burkinabé prouve que les déchets organiques peuvent devenir le socle d'un renouveau. Dans des régions du Maroc, la ville d'Agadir a lancé un programme de compostage municipal, transformant les épluchures en engrais pour les espaces verts urbains. En France, des écoles rurales enseignent aux enfants à composter les restes de cantine et à nourrir des potagers collectifs. Ici, pas besoin de machines coûteuses, de budgets astronomiques. Il suffit souvent d'un espace à l'ombre, d'un bac à compost, de quelques outils simples et de la volonté de s'entraider. Les enfants apprennent à séparer les déchets, à observer la transformation de la matière, à mesurer l'humidité et la température du compost. Chacun devient responsable du bien commun. La méthode n'est pas figée. Elle invite à tester, à adapter, composter des pommes, mais aussi des mangues, du mil, des feuilles mortes, du fumier, voire des cendres de bois. À Ouagadougou, un groupe de maraîchers innove en mélangeant compost et terreau pour cultiver tomates et salades sur des parcelles urbaines. Dans le nord, des éleveurs utilisent le compost pour faire pousser de l'herbe fourragère. Pour aller plus loin, il faut investir dans des infrastructures légères, créer des points de collecte, former des maîtres composteurs, encourager la recherche locale sur les micro-organismes adaptés au climat. L'enjeu n'est pas la copie, mais l'invention continue à partir des besoins de chaque territoire. Au cœur de cette démarche, la question de la souveraineté. Quand un peuple transforme ses problèmes en solutions, il affirme sa dignité. Il prouve qu'il peut compter sur lui-même et qu'il n'a pas besoin d'attendre un secours extérieur pour agir. Bien sûr,
les obstacles sont nombreux. Le climat reste imprévisible. Les tensions politiques, les conflits armés, les déplacements de population compliquent la tâche. Dans certains villages, la collecte de déchets est difficile, faute de moyens de transport. Mais chaque limite est aussi une occasion d'apprendre. Comment stocker le compost en saison sèche? Comment éviter les nuisibles? Comment associer les cultures pour maximiser l'effet? Partager ces apprentissages, c'est renforcer la résilience de tout un continent et éviter ailleurs les mêmes erreurs. C'est pouvoir affirmer « Nous aussi, nous pouvons transformer un déchet en espoir ». Cette histoire nous questionne tous, où que nous soyons. Sommes-nous prêts à changer notre regard sur les déchets, la terre et notre capacité d'agir? En France, chaque année, près de 10 millions de tonnes de déchets alimentaires sont jetés. À Paris, un projet pilote transforme les invendus de supermarchés en compost pour les jardins partagés. En Allemagne, la ville de Hambourg a interdit les capsules à usage unique dans les bâtiments publics, encourageant la récupération et le compostage des restes de café. Dans nos foyers, combien de fois jetons-nous un fruit abîmé, une croûte de pain, sans réfléchir à leur potentiel? En zone urbaine, composter devient un acte militant. Des associations proposent des bacs partagés, des ateliers pour transformer les déchets en terre fertile pour les balcons et les toits. Mais au-delà de l'individu, c'est une révolution culturelle qui s'annonce. Changer notre rapport au rebut, à la nature, à la circularité de la vie. Accepter que ce qui pourrit aujourd'hui peut nourrir demain, que chaque déchet est une ressource en puissance. En Afrique du Sud, des écoles rurales ont lancé des clubs de compostage, où les élèves suivent le cycle complet, du fruit mangé à la récolte de nouveaux légumes. Au Canada, des quartiers entiers se sont organisés pour valoriser les déchets organiques, réduisant de moitié la quantité envoyée en décharge. L'idée n'est pas de nier la difficulté. Le désert, qu'il soit de sable ou d'asphalte, gagne du terrain partout où l'on cède à l'abandon. À chaque déchet ignoré, chaque gaspillage toléré, nous construisons un désert invisible dans nos villes, nos campagnes, nos esprits. Refuser l'inaction, c'est refuser la stérilité. Transformer l'inutile, c'est croire que ce qui s'effondre peut renaître. L'échec d'hier devient la graine du renouveau. Au Burkina Faso, plus de 200 tonnes de pommes pourries n'ont pas seulement enrichi la terre, elles ont nourri un imaginaire collectif. Là où certains n'ont vu qu'un geste absurde, d'autres ont perçu un acte de confiance dans le pouvoir de l'action. Chacun peut réinventer sa relation aux déchets, à la nature, à l'avenir. Composter, soutenir une initiative locale, partager une idée qui dérange. L'innovation n'a ni frontières, ni monopole. Elle surgit là où l'urgence rencontre la créativité. Ce qui se joue ici, c'est la souveraineté alimentaire, la dignité, la capacité de transformer nos fragilités en solutions. Ignorer ces actes audacieux, c'est renoncer à imaginer un autre futur. S'inspirer du désert, c'est choisir de semer, même là où tout semble perdu. Et si, dès aujourd'hui, nous apprenions à regarder nos propres pommes pourries autrement, à voir dans nos déchets non pas la fin, mais le début d'une promesse. Le désert n'a aucune raison de gagner, ni là-bas, ni ici. La renaissance commence là où l'on ose transformer ce qui semblait perdu. Comment faire concrètement? Voici quelques pistes pour agir, à son échelle. D'abord, identifier les déchets organiques que l'on produit au quotidien. Restes de fruits, épluchures, marcs de café, coquilles d'œufs. Ensuite, choisir un endroit, au jardin, sur un balcon, dans un bac partagé, pour les composteurs. Apprendre à équilibrer les matières vertes, déchets frais, et brunes, feuilles mortes, carton. Arroser, aérer, observer la transformation, impliquer les enfants, les voisins, les collègues, organiser des ateliers, des concours de plantation, des échanges de semences. Transformer le compost en terreau pour un potager, un parterre de fleurs, une haie. Partager les réussites et les difficultés sur les réseaux sociaux, dans les associations, à l'école. Soutenir les initiatives locales. Rejoindre un jardin partagé, donner ses déchets à une ferme urbaine, appuyer les projets municipaux de collecte. S'informer sur les techniques adaptées à son climat, à ses ressources. Essayer, rater, recommencer. Chaque geste compte.
Enfin, défendre le droit à l'innovation pour tous. Encourager la recherche locale, la transmission des savoirs, la valorisation des échecs. Rappeler que l'audace n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'histoire des pommes pourries du Burkina Faso n'est pas close. Le désert avance encore, mais la résistance s'organise. Là où l'on plante, là où l'on composte, là où l'on ose, la vie reprend pied. Et si le vrai miracle était là, dans la capacité de transformer ce qui pourrit en source de vie? Le désert n'est pas une fatalité. Il commence là où l'on cesse de croire au possible. Il recule là où l'on sème, même dans la poussière, même dans le doute. À chacun de nous d'inventer